Bonjour Laura, comment vas-tu à Bogota aujourd'hui? Bonjour Pascal, bonjour Marie-Hélène, bonjour à tous et à toutes. Ça va bien, contente malgré la situation des crises actuelles. Je vous parle depuis Bogota, une ville toujours confinée depuis les mois de mars à cause de la pandémie. Et c'est bien sûr un panorama à tenir en compte à cause des défis que ça impose lorsqu'on parle des droits humains. Merci beaucoup Laura donc d'être avec nous aujourd'hui donc on constate que tu es en confinement à Bogota et que c'est un confinement qui est très sévère. Euh, c'est une situation, donc la pandémie et le confinement qui s'ajoute à une situation très particulière en Colombie, un pays qui vit de nombreuses inégalités depuis longtemps. Des inégalités qui affectent notamment les peuples autochtones, particulièrement celles qui vivent dans les régions. C'est un pays qui est affecté par un des plus longs et un des plus graves conflits armés dans les Amériques et peut-être dans le monde. C'est un conflit dont l'historique dépasse, un conflit interne notamment, dont l'historique dépasse les 60 ans d'existence. C'est un pays aussi où il y a des attaques particulièrement violentes contre les défenseurs des droits humains. Les avocats, notamment défenseurs des droits humains, mais les défenseurs des droits des peuples autochtones, les défenseurs du droit à l'environnement, du droit au territoire aussi. C'est en Colombie qu'il y a les attaques les plus fréquentes contre ces gens-là. Et là, il y a eu un accord de paix qui est intervenu en 2016 entre les forces armées révolutionnaires de la Colombie et le gouvernement. Il y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été placés dans cet accord-là, qui a mis en œuvre ce qu'on appelle des mécanismes de justice transitionnelle, qui sont des mécanismes particuliers qui sont mis en place pour passer d'une situation de conflit à une situation de paix. Des commissions vérité, des tribunaux spéciaux, des excuses publiques, des mesures sur le terrain, des mesures de développement. Et là, aujourd'hui, ces mesures-là sont affectées en fait par la pandémie. Avec cette mise en place de la situation, Laura, toi, comment tu pourrais nous dire, ce que tu peux nous dire de la situation actuelle en Colombie? Comment se vit cette période qui est censée être une période de réconciliation au pays? Oui, Pascal, bon, cette question est assez importante et assez large, si je peux dire comme ça. Et je commencerai par dire ou en disant que nous sommes en train de construire paix au milieu de la guerre. Comme tu disais, l'accord de paix qu'on a bien signé, c'était avec les FARC-EP, mais il faut dire que c'est seulement un des acteurs armés plus connus et anciens de notre conflit, mais c'est un conflit qui, en fait, se caractérise par la multiplicité des acteurs impliqués. Donc, ça veut dire que le conflit continue en Colombie et que cet accord-là, c'est juste un des essais pour contribuer à un processus, à un long chemin de construction des paix. Il y a eu des avancées importantes, malgré plusieurs tentatives de mettre des obstacles à sa mise en œuvre, bien sûr. Et il faut mentionner que cet accord-là compte avec six points: la réforme rurale, la participation politique, la fin du conflit à partir du processus de réincorporation des ex-combattants, la solution à la problématique liée aux drogues, le point relatif aux droits des victimes et les mesures pour la mise en œuvre et la vérification. Le point relatif aux droits des victimes, c'est le 5e point, et c'est en fait le modèle ou le point que adopte le dernier modèle de justice transitionnelle adopté en Colombie. Donc, chaque point de cet accord-là est dans une étape complètement différente d'implémentation. Pour l'instant, il y a plusieurs défis, pas seulement liés à la pandémie, mais qui s'aggravent à cause de la pandémie, bien sûr, et on va bien sûr discuter sur ces défis-là. Laura, tu nous amènes vers des concepts de justice transitionnelle, des mécanismes de justice transitionnelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus là, dans le détail de quoi il s'agit en Colombie et surtout, est-ce que, d'après toi, ça contribue à la réconciliation et à la paix? Bien sûr, OK. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut vraiment définir en premier lieu la paix, parce que la notion de paix, c'est assez particulier en Colombie. Parler de paix, parfois, c'est un peu problématique. Tu as dit, Pascal, avant que notre conflit, c'est un conflit ancien, c'est un conflit qui a commencé. Le conflit tel comme le connaît maintenant, c'est un conflit qui a commencé depuis les années 40, mais on pourrait revenir en arrière 4 siècles pour parler du début du conflit. Donc la paix,
Et parfois, on est fatigué d'en parler. La paix, pour nous, c'est la transformation d'une société où ses habitants puissent gérer ces conflits d'une manière pas violente. Quel type de violence? La violence armée ou directe, parce que c'est la violence la plus visible, mais une violence qui s'est nourrie à partir des autres types de violences invisibles ou moins perceptibles, comme la violence culturelle, entre autres. Donc, la notion de paix va nous donner ou va nous guider à parler de la justice transitionnelle. Donc, la justice transitionnelle, si je le définis à partir d'une méthodologie plus technique, ou je vous donne une notion plus technique, c'est un ensemble de mécanismes qui visent la transformation d'une société. Donc, cette paix-là, une transformation d'une société qui a vécu une crise profonde, ayant comme pilier les droits des survivants ou des survivantes de cette crise profonde. Dans le cas colombien, cette crise profonde fait référence bien sûr à un contexte de graves violations des droits humains causées par un conflit armé. Et c'est le même cas, par exemple, en Irlande, en Mozambique, etc. Donc ça, lorsqu'on parle de la justice transitionnelle, c'est juste des mécanismes qui visent cette transformation. Et en Colombie, on fait référence à la paix. Et est-ce qu'on y arrive? Est-ce que ça fonctionne? Parce que plusieurs ont dit que la Colombie est en fait un laboratoire de la justice transitionnelle, puis c'est un processus, du moins sur papier, modèle pour passer d'un état de conflit, 60 ans de conflit, à essayer d'arriver à cette paix. Tu nous disais tout à l'heure que même la terminologie de la paix, il commence à avoir une certaine fatigue, mais est-ce qu'au moins on diminue les tensions? Est-ce qu'il y a un sentiment de justice? Est-ce qu'il y a un sentiment qu'on est sur le chemin de la réconciliation ou pas encore? Il y a une autre notion qui pose beaucoup de problèmes ou de débats en Colombie, c'est la réconciliation elle-même. Parce que ça fait des décennies qu'on en parle, ça fait des années qu'on essaie de construire cette paix malgré les obstacles. Donc la question maintenant, c'est si cette réconciliation ou cette paix est possible, si cette réconciliation est vraiment possible, c'est seulement une notion irréelle. Donc c'est pour ça qu'en Colombie, on essaie d'atterrir plutôt les notions, et pour parler de réconciliation, on parle plutôt de coexistence. Donc je crois que la Colombie, oui, la Colombie est sur le bon chemin. La Colombie a fait des énormes progrès depuis les années 80, si je peux mentionner cette décennie-là et cette année-là. Et lorsqu'on voit les avancées, lorsqu'on voit les progrès, c'est pour ça que le travail continue. Donc, il faut vraiment revenir en arrière pour avoir un panorama de la Colombie des années 80, la Colombie des années 90, la Colombie des années 2000. Pascal, tu connais super bien la Colombie quand tu étais ici pendant les années 2000. Et on voit vraiment un changement important pour continuer sur le bon chemin et dire qu'il faut continuer avec cette construction. Donc, même si on ne parle pas de réconciliation et plutôt on fait référence à la coexistence, et on fait référence à une transformation, je crois que ce sont des méthodes pour vraiment atterrir ce qui se passe ici et promouvoir l'espoir parmi les Colombiens et les Colombiennes. C'est pas facile de travailler avec une énorme frustration et cette fatigue, mais c'est possible. Et là, tu nous décris un certain nombre d'avancées. Et tu nous parles de coexistence. Ça, c'est intéressant. Donc là, on intègre des nouveaux concepts. La paix, la réconciliation. Il y a peut-être là des enjeux de coexistence sous-jacents. Et là, il y a des avancées. Ces avancées, dans quelle mesure les accords de paix et les mécanismes qu'ils prévoyaient, y ont contribué? Ou est-ce que c'est un processus qui était de toute façon déjà en cours, qui est beaucoup entre les mains de la société civile, hein, des citoyennes et des citoyens eux-mêmes de la Colombie, qui font dans plusieurs régions des activités pour favoriser cette coexistence. Donc, quelle est la part de ces succès-là qui est due à la société civile ou aux intervenants eux-mêmes par rapport aux mécanismes qui étaient prévus par l'accord de paix? Donc, en quelque sorte, est-ce que l'accord de paix et ce qu'il a prévu comme mécanisme contribue en quelque chose jusqu'à maintenant? Oui, OK. Bon.
Lorsqu'on parle de la société civile en Colombie, il faut faire référence à un énorme chemin parcouru par cette société civile. Et ça me fait penser à une phrase qui a été mentionnée par un commissaire de la commission Vérité de Mali, qui est venu ici, et il disait, vous savez les armes nous savons les armes que vous manquez, mais vous savez une forte société civile. Moi, j'étais complètement touchée par cette phrase-là, parce que ça veut dire que vraiment l'image et les avancées considérées comme des victoires de construction de paix sont grâce à cette société civile. Et parfois, c'est bien difficile de voir le rôle actif ou les rôles positifs que la société civile joue. Donc, par exemple, ici, les victoires qui ont été atteintes dans le cadre des négociations de paix. On parle ici, par exemple, de la création de la commission genre, la création d'une commission ethnique pour pouvoir promouvoir la participation des minorités au cours des dialogues de paix. C'est à cause des actions de plaidoyer et la persistance de la société civile. Et c'est une lutte qui a commencé depuis des décennies, qui a vraiment forcé les débats pour que l'État ouvre ses yeux et que l'État, à la fin, peut dire OK, il faut les inclure, il faut vraiment faire des changements. Donc, les changements qu'on voit aujourd'hui, c'est à cause de cette lutte persistante de la société civile colombienne. Et est-ce que tu pourrais, de manière plus spécifique, nous parler un petit peu peut-être de la participation des femmes à ce processus qui vise à favoriser donc la coexistence et aussi des communautés autochtones? Ce sont deux sujets qui nous intéressent particulièrement, par exemple, au Canada et qui ont été aussi au cœur de plusieurs processus de justice transitionnelle à travers le monde. On sait que statistiquement, plus il y a une participation forte des femmes, plus il y a des chances de succès, plus on réussit à faire participer l'ensemble des constituants d'une société, une société comme la Colombie où les peuples autochtones donc, ont une importance particulièrement cruciale, c'est une des clés. Comment ça s'est passé en Colombie, puis comment des organisations, justement, comme Avocats sans frontières, ont pu appuyer ce processus-là? Est-ce qu'il y a là un modèle qui peut servir d'inspiration ailleurs? Donc, la participation des femmes dans les processus de paix a été, bien sûr, l'initiative des organisations des femmes. Il y a eu des sommets au niveau local et au niveau national pour parler voyez sa participation et voyez sa participation dans les cadres de négociations et dans l'accord même. Mais j'aimerais bien ici parler d'une méthodologie que Avocats sans frontières a bien créée, parce qu'à chaque fois, on écoute sur la commission genre au sein des accords de paix, la matérialisation de la pro-genre à partir de la création des unités ou des groupes de recherche spécialisés au sein des institutions pour la justice transitionnelle en Colombie, les dialogues que les institutions ont avec les femmes et les peuples autochtones. Mais il y a aussi des initiatives un peu invisibles, mais des initiatives qui vraiment sont des initiatives de construction de paix d'en bas. Ici, par exemple, j'aimerais bien vous parler de Retejiendo Saberes. Retejiendo Saberes, en français, on dirait retisser les savoirs. C'est une méthodologie ou une initiative pour vraiment vulgariser le droit à partir des méthodologies, à partir de ce genre de méthodologies, mais qui se sont basées sur les stratégies d'éducation populaire. Donc, Retejiendo Saberes, c'est vraiment une initiative pour donner une voix aux femmes, surtout les femmes survivantes du conflit armé. Et il s'agit, en espagnol, en Colombie, on dirait qu'il s'agit de manger bien la justice transitionnelle, on dirait plutôt de s'approprier de cette notion. Parce que la manière pour vraiment promouvoir la participation des femmes et des minorités comme le peuple autochtone, c'est
à partir de cette appropriation et de savoir que la notion même de justice transitionnelle est née à partir des besoins des survivants et des survivantes du conflit armé. L'Académie a seulement fourni un prénom à ces besoins et c'est tout. Et ça m'a fait penser, on était dans un atelier de Retejiendo Saberes dans la région d'Urabá il y a quelques années et avec ma collègue Stefania, on a commencé à demander la définition de justice comme telle. Et un petit enfant, son prénom était Matteo, le fils d'une des femmes, il a levé sa main et il a dit « Ah, mais c'est facile, Laura, la justice, c'est travailler. » Travailler la justice, c'était magnifique parce que c'était une manière de brancher ou de briser la liaison entre justice et sanction, justice et prison. Et c'est à partir de ces moments-là où les femmes commencent à s'approprier de la notion de justice, de la notion de vérité, de la notion de réparation et une opportunité pour vraiment construire la mémoire, de vraiment écouter et ensuite de pouvoir établir des plans de travail et des actions de participation, des plaidoyers de ces femmes-là qui ont osé à partager leurs histoires de vie et qui auront les outils juridiques pour agir en tant que des actrices politiques dans leur communauté. Donc, retisser les savoirs en soi, c'est une action pour construire la paix qui commence avec un partage de vie et l'appropriation du droit. Ça, bien sûr, lié avec les plateformes de participation créées dans les cadres de l'accord de paix et la mise en œuvre de chaque institution ou chaque entité du modèle actuel de justice transitionnelle en Colombie. Donc, tu nous parles de processus qui partent de la base, c'est-à-dire que c'est au sein même des communautés que les femmes se réunissent, se regroupent pour prendre la voix et participer donc à ce processus là, de création de conditions favorables à la coexistence et donc à la réconciliation et à la paix. Tu nous as dit que celles qui participaient, c'était notamment des femmes survivantes du conflit, des femmes qui ont été parfois victimes de sévices graves. D'autres femmes victimes du conflit sont celles qui ont participé aussi activement au conflit, dont certaines ont pris les armes au sein des groupes armés. Peux-tu nous parler aussi de ce processus-là qui les implique? Elles ont laissé les armes, elles sont réintégrées à la vie civile. Comment se passe cette partie du processus donc de paix en Colombie? Merci Pascal d'avoir mentionné cette petite et énorme défi parce que lorsqu'on parle des ex-combattants et des ex-combattantes, je crois que ce n'est pas seulement un défi, mais ça doit être une priorité pour l'État, un État qui est en transition. Donc, pour vous mettre en contexte, en 2016 et en 2017, les FARC-EP ont été mobilisés dans des zones spécifiques pour déposer les armes. À partir de ces moments-là, leur processus de réincorporation a commencé. Et là, peut-être vous êtes en train de demander pourquoi est-ce qu'on parle de réincorporation et non de ou pas de réintégration ou de démobilisation. Et c'est parce que la réincorporation comporte deux éléments nouveaux. D'un côté, l'intégration dans la société, pas seulement individuelle, mais collectivement. Il y a un ingrédient de la collectivité. Et le deuxième élément fait référence à la contribution des ex-combattants et des ex-combattantes et de leurs familles à la construction de la paix. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les défis sont multiples. D'une part, il y a des défis juridiques tels que la clarification de la situation des ex-combattants et ex-combattantes qui restent toujours en prison malgré la loi d'amnistie. D'un autre côté, il existe des risques pour la sécurité physique, comme en témoignent plus de 100 meurtres d'anciens membres des FARC, et le déplacement ou la relocalisation de nombreux territoires à des fins de réincorporation en raison des menaces dans des régions qu'aujourd'hui sont contrôlées par d'autres acteurs armés. Donc, à cet stade, j'aimerais vous inviter aussi à réfléchir sur la responsabilité partagée que nous avons en tant que membres d'une société interconnectée, parce que la stigmatisation à laquelle sont soumises les personnes qui étaient membres de ces groupes-là est énorme. Et cette stigmatisation se reflète dans notre langage, dans le rejet, etc. Ce rejet peut également être déterminant dans la décision d'une personne de reprendre les armes ou non. Je me souviens qu'il y a environ un an, j'étais dans une des zones de sex-FARC
dans le cadre d'une action de réconciliation ou de coexistence entre des anciens paramilitaires, des ex-FARC et des victimes. Et un ex-FARC, il m'approchait avec son chien qui s'appelait Pluto, je me souviens bien, et il m'a demandé ce que je faisais là-bas. Je lui ai dit, en plaisantant bien sûr, ben, je m'assure que vous ne retourniez pas aux hostilités. Il a ri, il m'a dit, Señorita, mademoiselle, plusieurs fois, entre être ou retourner à la guerre ne dépend pas de moi. Je ne veux plus reprendre une arme d'un nazi et j'espère que je ne serai pas obligée de le faire. Il m'a pris ma main, il a bien serré ma main, il a dit, au cas où cela arrivait, je me souviendrai de votre main et de votre soutien. Donc, la réincorporation vraiment des ex-combattants, des ex-combattantes doit être un point fondamental de la stratégie d'un État en transition. Et c'est une mesure pour éviter la récidive, par exemple, et aussi à motiver d'autres groupes armés à rejoindre le dialogue. Mais lorsque nous parlons des femmes ex-combattantes, les défis augmentent, les défis sont divers aussi. Une combattante brise les rôles traditionnels et les stéréotypes de genre négatifs, et plus encore dans les zones rurales, où ces rôles sont encore plus marqués. Merci. Et là, Laura, tu nous as amené dans toutes sortes de perspectives, en parlant notamment des défis immenses qui se présentent, c'est-à-dire de ne pas reproduire donc les patrons de discrimination ou d'inégalité de genre, puis d'adopter des nouvelles façons de voir les choses. Tu nous as parlé aussi, en parlant des ex-combattantes, de toute cette question de la réincorporation des ex-combattantes dans la vie civile, et aussi d'éviter qu'ils reprennent les armes ou qu'elles reprennent les armes. Donc ça, là, on arrive dans ce qu'on appelle les piliers de la justice transitionnelle. Ce qu'on veut réussir dans un processus, c'est qu'il n'y ait pas de répétition des crimes graves ou des problèmes d'avant. On veut de la vérité, on veut de la justice, puis on veut des mesures de réparation aussi. Donc, on veut que ceux qui ont été victimes de crimes graves obtiennent une réparation. Ça, c'est des grands objectifs. Les mécanismes de justice transitionnelle nous aident à aller là. Puis tu nous as parlé d'à peu près chacun de ces points-là. Là, il nous reste environ 4 ou 5 minutes. Je vais te poser une très grande question avec laquelle tu peux naviguer. Donc, tu peux choisir ce sur quoi tu veux insister. Mais donc, considérant ces 4 grands piliers-là, qu'on ne veut pas que les choses se perpétuent, que les crimes se perpétuent, qu'on veut de la vérité, on veut de la justice, qu'on veut de la réparation, c'est où est-ce que tu penses qu'il y a des leçons apprises vraiment importantes de la Colombie qu'on peut partager à l'extérieur, puis dire, regardez ça, il y a des leçons apprises sur des défis qu'on a rencontrés dans notre chemin, puis qu'on n'a pas réussi à surmonter, ou encore des succès qu'on a eus. Puis, mets-les en perspective, notamment avec, il y a des gens d'un peu partout dans le monde qui t'écoutent aujourd'hui, notamment des Canadiens. Qu'est-ce que tu as le goût de leur lancer comme message sur ces éléments-là là, dont on vient de discuter? Wow, bon. Je crois que je pourrais passer les prochaines heures en parlant, mais je crois qu'il faut mettre en évidence ou souligner encore une fois la persistance dans la construction des paix malgré la fatigue, malgré la frustration. Je crois que la Colombie, c'est un beau exemple de ça. Parfois, tout le monde dit mais comment c'est possible que la Colombie continue dans ces processus-là si les choses se répètent? Je ne dirais pas que les choses se répètent, mais c'est un autre stade du conflit, même si le conflit ou la violence armée continue. Donc, la participation de la société civile et l'autonomisation des femmes, de la société civile, des communautés victimes, c'est un point clé et une leçon apprise, sans doute. Aussi, ça veut dire que l'importance de l'appui populaire, c'est clé. Vous avez vu qu'on se caractérise pour avoir une polarisation assez marquée. Et ça, bien sûr, impose des défis ou des obstacles lorsqu'on essaye de construire paix. Ça, on peut le lier aussi avec des stratégies de pédagogie populaire et d'information, parce que ces stratégies-là sont essentielles dans la construction des paix, sont essentielles pour avoir accès à l'information. Si la communauté a accès à l'information, c'est le premier pas pour pouvoir participer, pour pouvoir savoir ce qui se passe et pour pouvoir peut-être se sentir partie vraiment dans tout. Et ça, c'est un autre défi en Colombie parce que parfois on se demande
qu'est-ce qui nous fait des Colombiens ou des Colombiennes? C'est quoi notre identité? Et il y a un livre, j'aimerais bien vous conseiller un livre qui s'appelle Colombia, una nación a pesar de sí misma, la Colombie, une nation malgré elle. Et c'est parce qu'on vraiment se demande de l'existence de cette cohésion sociale. Et dans les années en 2012 et en 2016, on disait que peut-être la paix ou la transformation de la société aurait pu être ce mythe fondateur de notre nation. Donc, cette pédagogie et cet appui populaire, c'est essentiel. Mais là, j'aimerais bien, au contraire, te reposer cette question parce qu'au Canada, vous savez aussi des mécanismes de justice transitionnelle. Et donc, j'aimerais savoir comment tu considères que la Colombie peut être une inspiration pour le Canada et la continuation des processus de réconciliation avec les peuples autochtones canadiens. Donc, tu termines en posant une question. Tu dois te poser des questions. Bien, c'est une belle question, Laura. Je te dirais d'abord que pour moi, qui ai beaucoup travaillé en Colombie et qui ai même commencé ce métier d'avocat sans frontières en Colombie en 2002, j'ai appris énormément de la Colombie. J'ai appris énormément notamment de la participation citoyenne, de la participation des femmes, d'exiger d'avoir une voix dans ces processus-là. Et je le dis, partout dans le monde, pour moi, la Colombie est une inspiration pour plusieurs pays parce que c'est là qu'on a démarré plusieurs processus populaires, notamment pour nous, le litige stratégique a beaucoup démarré en Colombie, dans les Amériques, mais relativement au processus de paix et de réconciliation ou de meilleure cohésion sociale, je pense qu'on apprend de la Colombie à réduire la polarisation, particulièrement dans une société aujourd'hui où on dit au Canada, on a des débats extrêmement polarisés. Même si les avancées sont difficiles et même si les défis sont grands, ce que tu nous as évoqué aujourd'hui, Laura, on réussit à créer des dialogues puis des espaces de dialogue en Colombie et les gens d'un peu partout au pays réussissent à trouver des moyens d'y prendre part en s'appropriant eux-mêmes les processus. Et pour moi, ça, c'est une grande inspiration. Donc, de dépolariser les débats pour essayer, même dans les contextes les plus extrêmes, d'arriver à se parler et à s'entendre. Pour moi, ça, c'est une leçon extraordinaire. Le fait, pour moi aussi, à quel point les communautés autochtones de la Colombie ont réussi, dans un contexte de grands défis, mais à imposer une grande partie de leur agenda et notamment à transformer le droit national colombien, à faire des choses qu'on considère encore aujourd'hui comme impossibles, à faire reconnaître, par exemple, dans une grande mesure, les règles de droit et les coutumes juridiques propres des nations autochtones et de l'intégrer même dans le régime constitutionnel. Pour moi, c'est une grande source d'inspiration parce que souvent au Canada, on va dire qu'on est très avancé en matière de droits autochtones. C'est vrai d'un côté, et on a tellement de chemin encore à parcourir. Et je trouve qu'on a beaucoup d'inspiration à aller chercher des luttes des communautés autochtones en Colombie. Et je pense que ça s'est intégré aussi dans le processus de paix et de réconciliation. Simplement une minute ou deux pour vous remercier toutes et tous de nouveau de votre participation. Merci à toute l'équipe d'organisation d'Avocats sans frontières. Merci à Laura qui nous parlait de Bogota. Merci d'avoir partagé avec nous tes impressions et ton analyse de ce processus de justice transitionnelle. C'est très apprécié. Je l'ai mentionné dans la salle dans laquelle j'étais moi-même, mais pour toutes celles et ceux qui veulent compléter leur analyse ou leur découverte des sujets dont on a discuté aujourd'hui, il y a beaucoup de publications qui sont disponibles. Vous allez donc aussi sur le site Internet d'Avocats sans frontières. Donc, il y a énormément de publications, non seulement pour la Colombie, mais pour plusieurs autres pays où on intervient en matière de justice transitionnelle, de participation citoyenne, d'égalité de genre, de lutte pour l'accès à la justice, de lutte contre l'impunité, notamment plusieurs des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, particulièrement sur la Colombie. Vous avez là beaucoup d'informations. Et il y a aussi beaucoup d'informations, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. On est très actifs maintenant dans les différents médias sociaux. Et je vous invite aussi à participer au sondage et à nous écrire de quel sujet aimeriez-vous entendre Avocats sans frontières parler, sur quel sujet aimeriez-vous en savoir plus. On est très, très, très ouvert à vous donner ce que vous demandez.
Donc, au plaisir de vous lire, au plaisir de vous revoir le 10 septembre. D'ici là, bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.